D'une manière générale, le constat, il est que dans le monde, 75% de nos déplacements, ils sont faits en voiture sur des distances de moins de 5 à 6 km, ce qui est une aberration. Aujourd'hui, en 2024, il est impossible de mettre un vélo cargo dans un TER ou dans un TGV. C'est juste impossible, c'est illégal, tu peux pas, ça ne marche même pas physiquement. Si la voiture ne polluait pas du tout, ça serait génial. Je pense qu'on serait pas là et moi, j'aurais pas développé un cargo tail chez Galion. Moi, tu m'obliges à prendre la voiture, même s'il n'y a pas de bouchon, je la prends pas. C'est tellement agréable de faire du vélo. Donc, on se rend compte, en effet, que si on laisse cet humain-là dont je parlais au départ faire un peu comme bon lui semble, ça marche pas. Il faut un peu d'intelligence pour qu'on travaille mieux et qu'on marche mieux et que notre passage sur Terre soit un peu plus intelligent. Avant de commencer, moi j'aimerais bien savoir qui est Vincent Renard. Écoute, moi je suis tout d'abord un humain. J'habite sur notre planète A, qui pour moi c'est l'endroit où on a les pieds sur terre, quoi. Vraiment l'endroit où tu vis, où tu partages, où tu interagis, où tu voyages, où tu es actif et tu fais un passage. On finira tous en poussière et donc l'intérêt c'est de comment tu réussis en tant qu'humain à passer les meilleurs moments que tu puisses avoir sur terre, quoi. Moi j'ai toujours été hyper impliqué et hyper préoccupé par cet environnement qui nous entoure, l'eau, la terre, la qualité de ça, la qualité de l'air. Et c'est vrai que moi, quoi que je fasse dans ma vie, j'aime bien le faire avec action, avec une volonté d'avancer, et puis d'avancer avec d'autres. C'est-à-dire que tout seul, on n'est pas grand-chose. On n'avance qu'avec les autres. Et quand tu parlais de changement, il y a du changement, mais le changement, il faut vraiment l'accompagner pour qu'il soit effectif et qu'on puisse se dire à la fin de sa vie, quand on aura peut-être 80, 90, 100, 110 ans, j'espère, se dire, j'ai fait un bout de ma part, quoi. J'ai fait un petit morceau. J'ai eu l'impression que mon passage sur Terre, il a peut-être permis d'améliorer quelques endroits. C'est vrai que donc tu avais un rapport très particulier déjà à l'habitat et aux mobilités. Ouais, à l'habitat et aux mobilités, ouais, c'est vrai. Aux mobilités un peu par hasard parce que dans le bled où j'étais, l'institutrice, elle était pas sympa avec moi. J'étais un peu turbulent, je pense. Et donc, il y avait un super instituteur dans le bled qui était à 4 km de la maison. Et mes parents m'ont dit, si tu t'entends pas avec ton institutrice à trop, tu peux aller dans le village d'à côté qui s'appelle Fontaine-les-Coteaux. Mais si tu y vas et que tu décides d'y aller, j'étais en CE1, CE2, tu y vas à vélo. Tu te débrouilles, on t'emmènera pas le matin. Donc c'était un peu l'époque où de toute façon on roulait sur les routes de campagne en départemental. Donc je faisais tous les matins et tous les soirs, j'allais à vélo entre Traux et Fontaine où il y a, je crois que c'est 3 ou 4 kilomètres. Et j'ai toujours fait beaucoup de vélo pour y aller. Et l'institut était juste génial. C'était pédagogie Freinet. C'était vraiment un super instituteur, Régis Pasquet, qui est à la retraite aujourd'hui, qui est un mec passionnant et passionné et qui adorait son métier et qui faisait l'école vraiment comme l'école où il avait maternelle, CE1, CE2 dans la même classe. Et c'est vrai que quand on parle de mobilité, le fait de dire l'intérêt, il n'est pas forcément du point A au point B, mais aussi sur le trajet. Quand tu limites ta vitesse trajet, tu profites plus de ton trajet et le sujet vélo, il rentre pile dans ce sujet-là, de la vitesse. À quoi bon aller à 90 en ville? Les gens traversaient les bourgs à 90 à l'heure. C'était ça. Et puis aujourd'hui, ça ne choque personne et on circule mieux à 30 à l'heure, alors qu'avant, on circulait 3 fois plus vite. Non, mais les gens râlent encore aujourd'hui quand les métropoles et les communes passent à 30 à l'heure. Un peu, oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, toujours. Mais on se rend compte que finalement, c'est plus fluide. Aujourd'hui, les communes sont passées à 30 à l'heure depuis peu, pas toutes. Et les gens râlent un peu, mais au final, ils vont très vite se rendre compte que c'est mieux. L'autre exemple de changement qui est hyper intéressant, c'est on l'a connu il n'y a pas très longtemps, c'est le fait de dire quand vous allez dans un bar, ce sera interdit de fumer. Et personne ne pensait que cette mesure fonctionnerait. On disait non, c'est pas possible, on ne pourra pas interdire aux gens de fumer. Et le législateur l'a fait, le politique l'a fait, il a poussé ça. Moi, j'y croyais pas du tout. Je suis pas fumeur, mais je me disais non, les gens quand ils vont arriver dans les bars, ils vont fumer, pas possible. Et en fait, non.
Et tout le monde est content. Les fumeurs sont contents d'aller fumer dehors. Les non-fumeurs sont hyper contents. Enfin, ça s'est passé hyper bien. Donc, on se rend compte, en effet, que si on laisse cet humain-là dont je parlais au départ faire un peu comme bon lui semble, ça marche pas. Il faut un peu d'intelligence pour qu'on travaille mieux et qu'on marche mieux et que notre passage sur Terre soit un peu plus intelligent, quoi. En ville, on se rend compte que il y a plusieurs usagers. Des usagers qui se déplacent à des vitesses différentes. Et c'est ça la problématique. Et l'autre problématique, c'est évidemment la vulnérabilité. Le piéton est le plus vulnérable, suivi du vélo, des cyclomoteurs, des motos, des voitures, des bus et des camions, en gros. On s'est rendu compte qu'il fallait que chaque véhicule circule dans des espaces, en gros, correspondant à des vitesses de déplacement. Oui, juste ça. Je suis d'accord. Est-ce que le fait de baisser la vitesse en ville et de partager les espaces en rendant finalement ces vitesses un peu convergentes, autour de 20-25 km/h pour les véhicules, au-delà c'est des solutions vers lesquelles on tend. Au lieu de se dire on fait des pistes cyclables, eh bien on réduit la vitesse de tout le monde pour que tout le monde puisse circuler à la même vitesse et donc réagir et mieux vivre ensemble et circuler ensemble. Il y a pas mal de villes aujourd'hui en Europe qui vont plutôt vers des solutions. Tu veux dire où la voiture est à 25 et le vélo est aussi à 25 km/h et ils partagent le. C'est un peu une information nouvelle qui commence à arriver, mais c'est vrai qu'on se rend compte que on n'a pas les mêmes niveaux de protection quand tu es dans une voiture ou quand tu circules à vélo. Et moi, je serais plutôt, mais après, j'ai sur toutes ces idées, ces phénomènes de circulation, c'est compliqué de savoir un peu. Il faut faire toujours des expérimentations. C'est pour ça qu'à Paris, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est regardée par énormément de capital dans le monde entier parce que justement, il y a des expérimentations qui sont faites. Et on se dit, tiens, le free floating avec les trottinettes, ça fonctionne pas. On a testé, ça fonctionne pas, on arrête. Et en effet, moi, j'ai pas de réponse je peux pas te dire aujourd'hui, partageons la route avec les voitures sur des vitesses hyper proches, entre 20 et 30 km/h, ça marchera. Ou alors, faisons des pistes cyclables bien séparées, bien protégées, où les vélos sont sur des vitesses assez similaires, les voitures à côté. J'ai pas de réponse là-dessus. Je pense que les meilleures réponses, c'est de faire de l'expérimentation et de se dire sur une ville de 300 000 habitants, avec une métropole, avec des communautés de communes autour, on a 36 communes à Rennes Métropole, faisons des tests, et puis tu peux revenir en arrière ou changer. Je pense que c'est la meilleure des solutions, faire des tests. D'une manière générale, le constat, il est que dans le monde, 75% de nos déplacements, ils sont faits en voiture sur des distances de moins de 5 à 6 km, ce qui est une aberration. De toute façon, que ça soit en ville, à la campagne, etc., la moyenne, elle est là. Donc, 3/4 du temps, on prend notre voiture pour faire des distances courtes. Ça, il faut supprimer. Donc ça, il faut réussir à réduire ce chiffre-là. Il y a des gens qui vont pas pouvoir faire 4 km à vélo ou à pied. Ça, on est d'accord. Donc, il faut qu'ils aient aussi on n'est pas du tout anti-voiture chez Gallian, et moi, je suis pas du tout anti-voiture. Je pense que la voiture, c'est un bel objet. Mais elle a été mal utilisée. Et quand tu parles de différence, en effet, je pense qu'à Mexico, à New York, à Paris, à Rennes, à Bordeaux ou à Traux, dans mon petit village, l'utilisation du vélo, elle est différente. Après, en effet, quand tu prends mon village de Traux, entre Traux et Fontaine-les-Coteaux, où il y a 4 km, si tu dépenses beaucoup d'argent pour faire une piste cyclable à cet endroit-là qui est utilisé par 8 personnes par mois, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux, en effet, réduire la vitesse des voitures à 50 et dire au vélo, vous pouvez emprunter cet endroit-là, travailler sur des points noirs et des choses comme ça. Par contre, sur une ville comme Rennes, Bordeaux, Marseille, des villes intermédiaires, il y a peut-être des choses qui peuvent être communes. Trouver des choses communes. Je pense que la piste cyclable, la voiture, mais contraindre, et c'est aussi un peu par la loi. On parlait de la loi, justement. On dit aux gens, maintenant, vous allez dans un bar, vous ne pouvez plus fumer. Ça, c'est une vraie contrainte. Finalement, c'est plus une contrainte. Et en fait, la mobilité, c'est la même chose. On a laissé tellement libre champ à la voiture
qu'il n'y avait plus de contraintes. Tu pouvais faire 1 kilomètre en voiture, ça pose pas de problème. Et c'est toujours le cas. 48% des gens prennent la voiture sur des distances de moins d'1 kilomètre. Ce qui est juste hallucinant. Toi qui fais du vélo, et puis il y a beaucoup de gens encore qui ont 2 kilomètres et qui prennent la voiture, qui la démarrent, qui font le demi-tour, qui partent, qui vont chercher la baguette de pain, qui prennent la baguette de pain, qui arrêtent la voiture, qui descendent, qui remontent la baguette de pain, qui reviennent chez eux. Ce qui est hallucinant. Et là-dessus, je pense qu'il faut réussir à contraindre l'utilisation de la voiture, garder la voiture pour des distances plus longues, même si on reparlera du sujet du train, mais pour moi, le train, c'est juste un objet qui est génial, qui permet de faire des grandes distances tout en travaillant, parce que la voiture, c'est terrible. Même avec la voiture autonome, tu gardes les mains sur le guidon, tu te rafases sur le volant, tu travailles pas, tu penses à la route, ce qui est pas très intéressant. Et je pense qu'en effet, il faut adapter aux tailles de ville les bonnes solutions. Mais je pense que dans 20 ans, on trouvera des choses que ni toi ni moi, on imaginait. Mais oui. C'est sûr. Je pense qu'il y a des urbanistes ou des gens qui vont faire des tests et qui vont dire « mais c'est ça qu'il faut faire ». Moi, c'est une question qui revient très souvent. C'est à partir de quand la responsabilité repose à la fois sur les consommateurs ou le citoyen, disons plutôt le citoyen, ceux qui apportent les solutions, donc les industriels, et ceux qui gouvernent. D'où vient la responsabilité? À partir de quand on est obligé par la loi d'imposer un certain nombre de règles pour que les gens passent à l'action, en fait. Bien sûr. Et ça ne repose pas sur leur forme de libre arbitre ou de décision personnelle, parce qu'on sait que quand quelqu'un décide de ne plus respecter, disons, ces règles un petit peu tacites de bonne éducation, de vivre ensemble, il y en a un autre, il va se dire, si lui il le fait, ok, très bien, moi je vais faire pareil. Et puis très très bon exemple quand tu parles justement de ces conduites du changement. Quand j'arrive à Rennes, de cette petite campagne en Touraine du Loir-et-Cher là de Traux, j'arrive à Rennes après un petit passage à Londres. Et à Rennes, je fais toujours beaucoup de vélo en vélo taf. Je démarre une activité et je fais pas mal de vélo dans Rennes. Et je prends le loisir, je contreviens à la loi de prendre certaines rues à contresens en vélo. Parce que à vélo, faire tout le tour du Parlement, par exemple, au lieu de descendre tout droit le long du Parlement, c'était beaucoup plus simple. Tu as 20 mètres à vélo, mais t'es à contresens. Et je me faisais engueuler par les voitures, logiquement, puisque les gens disaient « vous êtes à contresens, vous n'êtes pas à être à contresens ». Ils avaient raison. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les rues qui fonctionnent très bien, c'est beaucoup plus agréable de rouler à contresens d'une voiture. La voiture te voit, le cycliste voit bien la voiture. C'est beaucoup plus... Mais il y a un moment donné où c'était illégal. Donc, comment tu participes à cette conduite de changement? Et les gens me disent « oui, tu n'as pas là ». Je dis « oui, c'est vrai, mais peut-être qu'un jour, on aura le droit ». Alors, c'est très vrai. Et moi, c'est ce à quoi je pense très souvent. Les rues à contresens, c'est très vrai. Les tournes à droite, bien sûr. Au feu. Avant, si tu crées ton feu et tu te fais verbaliser. Aujourd'hui, en fait, tu peux. C'est quelque chose qui est commun. Et d'ailleurs, c'est Paris. Il me semble, il y a déjà un bon moment qui avait initié ça. Et puis, il y a aussi un truc, moi, qui me rend dingue, alors que je suis vraiment cycliste et on en parlera tous. Mais c'est les vélos sur les trottoirs. Oui. Aujourd'hui, en fait, on partage les trottoirs, alors que à l'époque, c'était strictement interdit. On se faisait verbaliser parce qu'on était à un vélo sur le trottoir. Bien sûr. Ouais. Donc cette évolution-là, c'est détricoter et faire des choses dont on n'avait strictement pas le droit avant. Bien sûr, complètement. C'est comment tu partages en fait sur une ville, moins à la campagne, mais sur une ville, tu considères que tu es une sorte de fourmilière. Quand toutes les fourmis vont à la même vitesse. Ça marche. Tu n'as pas besoin dans une fourmilière de mettre des voies, des contresens, etc. Mais dès que tu te retrouves avec une ville où tu as des bus, les métros sous terre, ça fonctionne, des piétons, des trottinettes, des vélos, il faut poser des règles pour dire, voilà, les vélos roulent plutôt là, les piétons plutôt ici, les voitures à cet endroit-là, à telle vitesse, de façon à légiférer pour que ça se passe au mieux. Et on apprend un peu tous les jours. Là, sur cet exemple-là, par exemple, c'est un peu technique, mais est vélo en France à assistance électrique, un vélo qui a une assistance qui pousse jusqu'à 25 km/h. On considère ça un vélo. Quand ton moteur à assistance électrique vient t'aider au-delà de 25,
jusqu'à 45 km/h, tu deviens cyclomoteur, ce qui est normal. Et donc, si tu es cyclomoteur, tu dois rester derrière les voitures et tu n'as pas le droit d'emprunter les pistes cyclables. Ouais. Je pense que dans 2-3 ans, ce qu'on appelle speed bike ou les vélos qui seront cyclomoteurs auront le droit d'utiliser les pistes cyclables. Aujourd'hui, les gens qui roulent à vélo cargo se rendent compte qu'ils peuvent remplacer très facilement leur deuxième voiture. Et on a de plus en plus de clients chez Galian qui me disent, mais en fait, avec ce type de vélo que vous mettez à disposition, je suis capable de remplacer ma première voiture. Ouais. Parce que justement, je me rends compte que j'utilise ma première voiture 2 ou 3 fois par mois, qu'elle me coûte tant, et que j'ai plus économiquement d'intérêt à la louer, à changer mon habitude. Après, tu as raison, ça ne supprime pas la voiture, parce que c'est sympa d'avoir la liberté de dire, je suis pas dépendant de l'horaire du train, je peux prendre ma voiture le dimanche à 11h30 et aller à Saint-Malo emmener mes gamins à la plage sur cette... Et la voiture, elle permet cette liberté-là, elle est intéressante. Ouais. Et la voiture, elle est hyper intéressante à partir du moment où on est plus ou moins chargé à 2, 3, 4 humains et un peu de matos. Ouais. Et alors, dans Rennes, ou dans toutes les villes de Rennes, de France ou d'Europe, tu as 100 voitures qui circulent et tu as 103 personnes qui sont déplacées. On prend du temps pour développer Galian et pour travailler sur justement le vélo cargo, qui pour moi est le seul vélo qui permet d'aller justement concurrencer un peu la deuxième voiture ou la première avec des capacités d'emport intéressantes. Parce que c'est ça en fait, on a toujours une bonne raison de laisser son vélo au garage parce que le matin, on a de très bonnes raisons d'emmener 1 ou 2 gamins à l'école, d'aller ensuite au boulot, le soir d'aller au sport, de faire des courses et de dire non, je ne peux pas prendre mon vélo parce que j'ai des bonnes raisons. J'ai des gamins, des courses, du sport, et j'ai besoin de ma voiture. Donc le vélo cargo, il vient concurrencer la voiture sur ses capacités d'emport. Justement, ce que tu parles du vélo cargo capacité d'emport à l'avant, le long tail capacité d'emport à l'arrière et la remorque avec 2 gamins, je n'ai pas de réponse à dire c'est beaucoup plus sûr dans un vélo cargo à l'avant. Alors le vélo cargo à l'avant, il est intéressant parce qu'il a quand même la protection des 2 boîtes, des 2 flancs de box à l'avant. On pourrait dire que pour des gamins de 4 et 5 ans, quand ils sont protégés par une box à l'avant, ils sont un peu plus protégés que sur un autre, mais ça joue pas beaucoup, je pense. En ville, aujourd'hui, se développent de plus en plus des places pour les vélos cargo, mais depuis 2 ans que je roule à vélo cargo avec le Formidable, j'ai jamais eu d'endroit où je me suis dit, je peux pas garer mon vélo. Une fois ou 2 à Paris, ça nous est arrivé d'arriver à un endroit où tu te retrouves à 20 mètres de l'endroit où tu dois avoir un rendez-vous et tu peux pas garer ton vélo cargo. Mais si on avait été en vélo classique, on n'aurait pas pu le mettre non plus puisque toutes les barrières étaient prises. Donc, l'un dans l'autre, moi, j'ai jamais à Rennes eu difficulté à garer mon vélo cargo, que ce soit au marché des Lys, au cinéma Arvor, à la gare ou partout. C'est un peu plus gros. C'est pour ça aussi qu'on a proposé un système d'attache qui est à l'arrière, qui permet de pas décaler le vélo et de réussir à pas décaler le vélo. Parce qu'en effet, cette boîte, même si elle fait la même largeur que le guidon, là où un vélo cargo passe, puisque tu es sur une largeur de 80 ou 75 cm, donc tu passes. Et donc sauf pour les triporteurs. Le triporteur, il est un peu plus large. Donc, en effet, le triporteur, il va être un peu plus large, un peu plus lent. On reste sur un vélo cargo biporteur, comme tu le dis, une roue devant, une roue derrière. On est en biporteur. Donc, on est très proche d'une largeur d'un vélo, très, très proche, c'est la largeur d'un guidon. On a un peu plus de longueur. C'est vrai que dans un garage, si tu as un garage qui fait 1m50, tu rentres pas un vélo de 2m40, ça, c'est sûr. Mais en termes de largeur le long d'une voiture, si ton vélo rentre, le vélo cargo, il passe. Donc, tu t'es jamais dit que l'un des enjeux du vélo cargo, c'était la compacité? Alors, en fait, l'un des enjeux d'un vélo premium, ça peut être la compacité. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de long tail qui sont vendus que de vélo cargo. Et c'est pour ça qu'on propose un mix. Mais le long tail, il a beaucoup de limites. Parce que justement, dès qu'on a 2 gamins et des courses, c'est fichu. Et donc, le long tail, il vient concurrencer la voiture, mais jusqu'à un certain point. Puisque le long tail et le vélo cargo, ils proposent de parcourir les mêmes kilomètres, entre 2 mètres et 12 ou 20 ou 20 kilomètres. Donc, on a la même distance. Par contre, en capacité d'emport, sur un long tail, quand tu veux mettre un adulte de 100 kg derrière, plus du matos, tu peux pas. Donc là, tu te retrouves avec un vélo où tu dis, c'est dommage, j'aurais pu emmener mon collègue aller bouffer au resto ou aller le chercher à la gare. Là, tu peux pas. Donc, avec le vélo qu'on propose, on vient vraiment concurrencer la voiture, sachant que quand il est à vide, comme tu as une boîte devant qui est pas trop grande, tu restes sur un vélo qui est sympa.
Dans le dernier épisode qu'on a publié à date, celui avec Marc Batty, il disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire que depuis des années, on met des politiques publiques pour arriver d'un état A à un état B, mais une fois qu'on est arrivé à l'état B, on ne change pas ces politiques publiques. Oui. Tu vois, Oui. alors que l'état initial a changé. Et là, en fait, on est à peu près au même point. À partir de quand on décidera, et il faut accélérer fort pour adapter nos modalités de transport, pour adapter justement nos trains, pour adapter nos routes, pour adapter nos villes aussi, en fait, à cette nouveaux moyens de transport, qui en réalité ne sont pas si nouveaux que ça. Oui, bien sûr. C'est comment on accompagne le changement. Dans les années 70, le riche roulait en Citroën, en DS, et puis le pauvre roulait à vélo. Ouais. C'était ça le sujet. Aujourd'hui, on sent qu'on est en train d'inverser un peu la tendance. Ouais. Il y a des gens qui disent, ben non, finalement, moi, je réussis à ne plus avoir de voiture et à faire mes déplacements quotidiens à vélo. Donc, il y a en effet, comment tu accompagnes ce changement-là et comment les infrastructures évoluent par rapport à ces nouvelles habitudes de mobilité, quoi. Moi, je suis un éternel optimiste et je suis hyper optimiste par rapport à au changement qui s'opère, mais les grands spécialistes, Jean Covici et d'autres, ils sont plutôt défaitistes. Et je pense que malheureusement, ils ont un peu raison. Et aujourd'hui, tu le vois dans Rennes. On sait très bien, dans Rennes, quand tu doubles les voitures, les gens sont seuls dans leur voiture. Ouais. Ils viennent pas tous de 25 bornes de Rennes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il faut réussir à changer nos comportements à bien des endroits. Et c'est pas du changement de comportement par la contrainte. Ouais. Si on n'est pas en train de dire il faut passer à la bougie, on arrête. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est comment on trouve des solutions pour rouler plus léger, consommer mieux, différemment. C'est pas des solutions par là. Il n'y a pas de contrainte. Ouais. Et donc ça, c'est... moi, j'ai pas de télé chez moi et là, j'ai fait récemment un peu d'hôtel et donc j'ai mangé un peu de télé. Ouais. Mais on a des pubs pour des voitures tout le temps. C'est hallucinant. Ouais. La voiture. Ouais. Du sucre et la voiture. Du sucre et la voiture. On est d'accord. Et donc, les gens, ils mangent du sucre et ils font beaucoup de voitures. Donc, il faut réussir à pas être forcément en mode combat, être en mode positif, actif et de dire changer, c'est génial. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question première, je suis optimiste et puis ma partie cognitive me dit ça va être chaud. Ça va être chaud. Et comme le dit encore une fois Maurice Bourrigaud, qui me coach et qui est vraiment un gars super, il me dit mais c'est pas le problème des 3-4 degrés qu'on va avoir dans 10, 15, 20 ans qui va être problématique en Europe. Ouais. Les 3-4 degrés, on va les prendre sans problème. On va s'isoler un peu mieux. Ouais. C'est que 3-4 degrés, nous en Europe, ça veut dire qu'en Afrique, en Asie, dans des pays, ils vont avoir 12 et ils vont venir ici. Ouais. Et donc les gens, ils vont vouloir bouger. Les gens, ils ont toujours bougé en fonction des conditions climatiques, ce qui est normal. Ouais. On devra les accueillir. Comment on va les accueillir ? Ouais. Et c'est ça qui va poser problème. Et c'est logiquement, quand tu as des flux migratoires qui sont hyper importants, et je n'ai pas du tout de débat politique là-dessus. Moi, je suis hyper... pour l'intégration, c'est hyper intéressant. Il faut un pays avec des immigrés, c'est hyper intéressant.